Imaginez-vous en 2017, dans votre canapé, votre chaise ou bien votre lit, en train d'allumer votre télé pour jouer à votre Switch. Vous venez de recevoir le dernier jeu de la licence The Legend of Zelda, vous vous impatientez. Vous lancez votre jeu et... Ouvre les yeux. Réveille-toi. Réveille-toi. J'arrive bien après la guerre pour parler de ce jeu, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Bonjour à tous, c'est Dargo, et aujourd'hui nous allons parler de The Legend of Zelda Breath of the Wild. On ne le présente plus. Écoulé à plus de 30 millions d'exemplaires, 97 sur 100 sur Metacritic, une note des joueurs à 8,8 sur 10, avec en plus le prix du Game of the Year de 2017. Beaucoup de chiffres pour dire que c'est un énorme succès, critique et commercial. À l'heure où le marché des open world est de plus en plus saturé, de jeux dont la forme est très similaire, des cartes immenses, des marqueurs de quêtes sur tout l'écran, des quêtes secondaires qui sont en partie pauvres en intérêt, Legend of Zelda Breath of the Wild arrive comme un sauveur du genre et va le redéfinir dans sa forme, mais aussi dans son contenu. Le but de cette vidéo est en aucun cas de faire un test, mais juste de revenir sur les forces et les faiblesses de ce dernier. Bon, assez parlé, maintenant laissez place au contenu de cette vidéo autour de la sublime expérience qu'est Zelda Breath of the Wild. Ce jeu a su s'affirmer tout de suite comme le meilleur open world de son époque et l'un des meilleurs jeux vidéo tout court. Et ça, ce n'est pas un hasard. On pourrait commencer par le commencement avec un tutoriel qui est incrusté directement dans l'exploration, ce qui va servir l'immersion durant tout le plateau du prélude. C'est un tuto qui n'affiche presque aucune indication à l'écran à part les fonctions de commande, mais qui sont nécessaires au vu du public visé par le jeu, qui sont les joueurs les plus jeunes. Et ça, c'est appréciable. Surtout quand on regarde les productions d'Ubisoft qui nous font des tutos à rallonge, qui nous coupent pendant certaines actions. C'est extrêmement frustrant, surtout pour des jeux aussi simples à prendre en main que sont les Assassin's Creed, par exemple. Mais un bon open world ne se résume pas à son tuto. Et c'est à partir de maintenant que je vais vous demander de quitter la vidéo si vous ne voulez pas vous faire spoil. Car si vous n'avez jamais fait de jeu, je vous le conseille vivement. Et malheureusement pour ceux qui restent, la découverte ne sera pas totale. On y reviendra d'ailleurs plus tard dans la vidéo. Pour tous ceux qui restent, j'estime qu'ils ont fait le jeu, vous savez à quel point le plateau du prélude est grand et petit à la fois. Tellement la carte est immense et fourmille de détails. Partout entre les sanctuaires et leurs épreuves, en passant par les Korogu et les quêtes annexes, en bref, ce n'est pas le contenu qui manque. Même si toutes ces features ne sont pas parfaites. On peut commencer en parlant des sanctuaires où la récompense est le résultat d'un fight, les épreuves faciles, moyennes et extrêmes de force, assez difficiles au début, mais qui devient très vite anecdotique. Il y a aussi la quête du petit garçon à la limite, où il va vous demander de lui montrer vos armes, avec des objets en récompense. Ce sont des exemples, je ne citerai pas tous les défauts du jeu, hein, évidemment. Il y a d'autres quêtes qui sont peu intéressantes, mais il y a quand même une majorité de quêtes qui sont intéressantes. Le contenu annexe est en majeure partie très réussi. Les Korogu, ces petits êtres, eux n'ont qu'un seul défaut, et ce n'est pas leur design, ce n'est pas leur cri, mais c'est leur nombre. 900, c'est beaucoup trop. Je ne sais pas qu'est-ce qui est passé dans la tête des développeurs pour en mettre autant, mais sinon, moi, personnellement, je trouve qu'analyser un élément du décor qui est suspect, résoudre une petite énigme et être récompensé, c'est une idée brillante pour l'exploration. Le jeu est aussi très bien conduit par une quête principale, bien écrite et pleine de rebondissements. En fait, non, ce n'est pas vrai.
On a bien la quête des souvenirs, suivie de celle du DLC, l'Odo Prodige, qui sont intéressantes d'un point de vue de la narration, puisque ce sont des cinématiques. Mais à part ça, c'est quand même très inégal. Les quêtes liées au temple ne sont pas ultra intéressantes. L'intérêt y est à découvrir les zones et les peuples de ce royaume d'Hyrule. Mention spéciale tout de même à la quête des Gerudo qui nous emmène dans une infiltration qui est bien réussie, il faut le dire, d'un point de vue level design, avec le repère des Yiga. Et les donjons, on est quand même dans un Zelda. Les donjons, c'est quelque chose qui apporte beaucoup au jeu. C'est quelque chose qu'on a hâte de découvrir en lançant un jeu de cette licence. Personnellement, c'est mon cas. Et les donjons dans ce jeu sont une réelle catastrophe. C'est bien simple, il n'y en a pas un qui m'a procuré un réel plaisir. Ce qui est dommage dans un Zelda quand même. Mais bon, je vais pas m'étaler sur ce sujet vu qu'il y a déjà beaucoup de vidéos autour de celui-ci que je mets en description pour ceux que ça intéresse. N'oublions tout de même pas le château d'Hyrule, qui est lui aussi un donjon, un temple, mais qui est réellement complet, intriguant et prenant, ce qu'on attendait des 4 créatures divines. Je ne parlerai pas de ce dernier donjon, parce que il est destiné à être complété en fin de jeu, et vous gâcher le plaisir de la découverte serait un crime, un réel crime, je vous l'assure. Et c'est après les différents points positifs et négatifs que nous allons parler du point qui me fait personnellement dire si le jeu est bon ou bien excellent, et c'est la musique. Vous apprendrez avec le temps à quel point j'adore la musique dans les jeux vidéo. Et ce sera d'ailleurs le sujet de ma prochaine vidéo. Mais pour revenir à Zelda, cet opus nous offre une bande-son très musique d'ambiance, avec des musiques qui passent au second plan, mais qui servent l'immersion. On a toutes les musiques de village et de combat qui sont mémorables. Sinon, ce sont des petites musiques de fond qui se jouent le temps d'une balade, ce qui est, on peut le dire, franchement très sympa. Évidemment qu'il y a les musiques des prodiges qui sont toutes les 4 magistrales, et ma préférée, là, c'est la musique de Riven. Les gens sont souvent déçus des musiques de ce jeu en les comparant aux autres Zelda, et c'est vrai que les musiques sont moins épiques, sont moins au premier plan, mais en tant que jeu vidéo, je trouve que ce dernier a d'excellentes musiques. Je pensais avoir tout dit à propos de Breath of the Wild sans trop en dire, mais il manque un petit quelque chose, un petit quelque chose. Vous le savez sûrement, mais ce jeu a eu le droit à une suite l'année dernière qui s'appelle The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Les 2 jeux sont sortis à 6 ans d'intervalle et le médium dans son intégralité a eu le temps d'évoluer. Il est donc temps de les comparer rapidement car ils sont tout de même assez similaires sur leur fil rouge de narration, mais on note quand même certaines améliorations, notamment de vrais temples, toujours trop simples par rapport au reste des temples de la licence, mais qui sont très beaux visuellement avec une DA unique à chacun d'entre eux. Aussi, les quêtes liées à ces temples sont, je trouve, bien plus intéressantes que chez son grand frère. Les sanctuaires sont excellents, tous, avec quasiment aucune exception. Les combats que je critiquais sont difficiles pour certains, même avec de l'expérience et beaucoup de vie. Et les musiques de boss, on n'en avait pas trop parlé dans Breath of the Wild, mais les musiques de boss sont toutes les mêmes. C'est assez dommage. Dans Tears of the Kingdom, les développeurs ont remédié à ça. Ce sont désormais des musiques personnalisées pour chaque boss, qui ont tous un design unique. Sinon, les musiques sont globalement les mêmes. Les musiques d'ambiance sont quasiment toutes les mêmes aux mêmes endroits. Et la quête des souvenirs a été remplacée par les larmes du dragon, qui sont cette fois-ci réellement importantes pour comprendre l'histoire de Tears of the Kingdom. Mais dans le contexte où il sort, Tears of the Kingdom est légèrement dépassé par les événements avec la sortie d'Elden Ring, qui est la perfection de l'open world à la Breath of the Wild. Ce tout dernier opus est un excellent jeu, mais il n'est pas le meilleur open world. On a expliqué ce qu'était Breath of the Wild dans ses grandes lignes, et bien exprimé à quel point il était génial dans son monde ouvert grâce à sa cohérence, ses musiques d'ambiance, et aussi le fait qu'il soit grand et très bien rythmé par des sanctuaires et autres quêtes annexes. Je vous avais dit qu'on reparlerait de l'exploration et de la découverte plus tard dans la vidéo. Ce jeu est un jeu qui se découvre. Je l'avais fait à l'époque et je ne m'étais spoil de rien. Aucun direct, aucun trailer, juste quelques gameplays à un salon du jeu vidéo, et c'est ce qui m'a fait adorer ce jeu bien plus que sa suite. Et même si des défauts subsistent, il reste un must-have encore en 2024, malgré la sortie de Tears of the Kingdom, parce que pour apprécier une œuvre, il faut souvent se demander d'où elle vient. Est-ce qu'il est la perfection ? Avec tant de défauts, c'est pas possible. Mais est-ce qu'il est grandiose et plein d'ambition pour la saga ? Je pense que oui, malgré des donjons très peu intéressants. Ce jeu m'a réellement transcendé. Lorsque je le lançais, il me déconnectait de la réalité pendant quelques heures, et ça, il n'y a qu'à lui que je le dois.
J'espère sincèrement vous avoir donné envie de jouer ou bien de rejouer à ce jeu en 2024. C'était Dargo et en attendant la prochaine, portez-vous bien.